C'est pas la mort, pas encore. Bonsoir, Patrice Van der Sel. Alors, Bonsoir. vous êtes, on peut dire, écrivain. Vous avez écrit tellement de livres. On vous connaît surtout pour La Source Noire, mais vous aviez écrit en 77 un voyage à l'intérieur de l'Église catholique. Ça, c'est moins connu. Et en 78, Oui, c'était des livres de brouillon. oui, en Je- 78, c'est Sacré Français ou les nouveaux cahiers de doléances. Oui, Et donc en 86, chez Grasset, La Source Noire. Suivi oui, en 93 du cinquième Rez et La Source Blanche en 96, réapprivoiser la mort en 97, en 98, Le Cercle des Anciens. En 2002, J'ai mal à mes ancêtres. En 2005, Tisseur de paix. En 2008, Mettre au monde, enquête sur les mystères de la naissance. Il y en a eu beaucoup en, comment dire, en collectif. oui. Nature nous sauvera en 2008 aussi, Noosphère en 2021, chez Albin Michel. En 2023, un collectif Métaverse avec Romuald Le Terrier et Jean Kounen, et Assomption aussi qui paraît cette année Mais avec ça, ce sont simplement des préfaces que j'ai faites de ces livres. que des préfaces. D'accord. Voilà. Et le jeu du Tao, vous êtes dedans aussi. Le jeu du Tao, oui, le jeu du Tao est une entreprise collective qui dure depuis 20 ans. Oui, moi j'avais celui d'il y a 20 ans, justement, qui était un livre sans jeu de cartes. Est-ce qu'il y a une différence entre celui d'il y a 20 ans et celui de maintenant? Oui, oui. Au départ, le jeu du Tao est une invitation à, à trouver quel est son désir le plus profond, n'est-ce pas? Quel est ton désir? Que cherches-tu dans la vie? Mais c'est une démarche, on pourrait dire, solitaire, c'est-à-dire qu'on a un maître de jeu et puis un jeu de cartes et, et tout un parcours à faire à travers différents mondes, mais c'est individuel. Alors que en 20 ans, ça s'est transformé, c'est devenu beaucoup plus collectif. Il s'agit toujours de partir des désirs profonds qu'ont les joueurs, mais dans l'intention de regrouper ces désirs dans une quête commune. Voilà, ça c'est. Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'est fait spontanément, c'est-à-dire qu'on n'y a pas pensé au départ. Au départ, quand les inventeurs du jeu, moi je ne suis pas inventeur du jeu, c'est Daniel Boublil et Patrice Levallois qui ont lancé ça dans les années 90. Et, et c'est vraiment, voilà, Joël, Joël, que cherches-tu? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Et on va t'aider à clarifier ce que tu cherches. On va t'aider à trouver les qualités que tu as en toi pour mettre en œuvre cette quête. On va observer les obstacles et puis finalement, on va te demander quel est ton engagement. Je dis tu parce que dans le jeu du Tao, on tutoie. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, il a été question que ça devienne une émission pour France 2. Mais finalement, ça ne s'est pas fait parce que ça leur semblait trop ésotérique, parce qu'on tire le Yi-King dans ce jeu. Pour passer d'un monde à l'autre, on tire, n'est-ce pas, le livre des transformations chinois. On consulte l'oncle Li, comme dit Cyril Javary, le grand spécialiste qui a travaillé avec nous, le grand spécialiste du Yi-King. Et on a fait jouer différentes stars, parce qu'évidemment, pour la télé, il fallait que ça soit des stars. Et le pilote, on l'avait fait avec Juliette Binoche. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que en jouant avec plusieurs personnes à la fois, mais chacune prise dans un couloir individuel, elles sont intervenues dans les quêtes les unes des autres. Et on pourrait dire, comme mu par une intelligence collective, le jeu est devenu collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on joue au jeu du Tao, euh, voilà, on demande à chacun quelle est sa quête, quel est le désir le plus important qu'il a en lui, celui pour lequel il donnerait cher. Et ensuite, on demande aux autres joueurs de réagir, de dire comment ils ont senti le, le- le- la quête de un tel ou de une telle.
Et ce jeu d'interaction, on appelle ça des feedbacks, ça change complètement la donne. Ça devient vraiment un jeu collectif, même s'il est basé sur des désirs individuels. Voilà, alors c'est ça le grand changement dans le jeu Tao, si on parle de ça, en 20 ans. En 20 ans, c'est voilà. Oui, parce que moi, j'avais joué à celui d'il y a 20 ans avec une amie et je pensais, ce que je m'en souvenais, c'est qu'il fallait faire gagner l'autre, c'est très important, et que la quête de l'autre était presque plus importante que la sienne. Il y avait déjà ça en germe. Ouais, c'était vraiment le premier qui était qu'un livre, hein, un gros livre où il fallait passer d'une partie à l'autre, était super intéressant. Aujourd'hui, on va pas parler de ça, on va parler de C'est pas la mort, qui vient d'être publié. C'est une éditrice qui vous demande 40 ans plus tard, après La Source Noire, où est-ce que vous en êtes? Et moi, je vous avais posé la même question parce que c'est votre livre au départ qui m'a réglé beaucoup de problèmes après une NDE. On dit que La Source Noire paru en 86. Il y avait eu le livre de Moody qui était paru juste avant. Oui, 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 bah alors la Source Noire, c'est évidemment le livre qu'on me cite toujours. C'est celui, s'il reste quelque chose de moi, ça sera sans doute ça. La Source Noire, bien sûr, c'est toute une aventure. Au départ, ben, à ce moment-là, je suis journaliste. J'ai été pendant 20 ans journaliste dans le magazine Actuel. Et Actuel, c'était une aventure formidable. Elle était collective aussi. On était, ben, vous voyez, la maison où je suis là actuellement, ben, ça se- c'est la maison dans laquelle nous avons fait Actuel. Enfin, refait, parce qu'Actuel avait eu plusieurs vies. Mais en 1979, on a lancé le second Actuel, qui est devenu un magazine très populaire, qui a très, très, très bien marché. Et le noyau de ce journal vivait ensemble. On était en communauté, ici à Saint-Maur-des-Fossés. Et bah, j'ai eu une chance dingue, quoi, de pouvoir participer à ça, parce qu'il suffisait qu'un sujet, quelque part dans le monde, vous inspire. Il vous suffisait d'arriver à en convaincre les copains, de dire envoyez-moi à Hong Kong, envoyez-moi à Johannesburg, envoyez-moi à Moscou, parce qu'il y a une histoire formidable à raconter là-bas. Et voilà, on était des raconteurs d'histoire. Et moi, je suis parti au départ aux États-Unis parce que j'avais été convaincu par ce que j'avais lu dans la presse allemande, en fait, que les, alors, je ne savais même pas que ça s'appelait des NDE, mais vous dites que vous en avez vécu une, donc vous savez très bien, une expérience de mort imminente. Euh, je n'y connaissais rien et euh, j'aurais même eu un peu tendance à me méfier en disant c'est des racontars, c'est des histoires à dormir debout, des gens qui ont failli mourir et qui sont même presque morts, quelquefois morts cliniques, et puis qu'on ranime. Et qui raconte un voyage hors d'eux-mêmes, dans la lumière, etc. Et voilà que j'apprends donc par la presse allemande que ça y est, des chercheurs américains ont trouvé la solution, ont trouvé l'explication. C'est tout simplement une sorte d'overdose endogène, c'est-à-dire que vous savez bien que toute notre vie intérieure, elle est supportée par toutes sortes de molécules, des sortes de drogues. D'ailleurs, si les drogues agissent sur nous, c'est parce qu'elles se font passer pour ces molécules. Il y a toutes sortes, il y a une symphonie chimique en nous extraordinaire. Ça nous intéressait beaucoup. Et ben voilà, cette chimie extraordinaire, au moment où l'organisme humain sent qu'il va mourir, eh bien, il relâche ses drogues en quelque sorte et on a une overdose intérieure. Et donc voilà, ça nous amusait, même si ça avait un petit côté, euh, on pourrait dire, iconoclaste, parce que ça venait briser toutes sortes de légendes avec lesquelles nous avions grandi. C'est-à-dire que les visions des grands mystiques, ça pouvait s'expliquer peut-être par la chimie intérieure.
Et, et donc, euh, je suis parti à Los Angeles pour rencontrer les chercheurs qui avaient fait cette découverte. Et j'ai été très déçu, très déçu parce qu'ils n'avaient fait aucune découverte. C'était purement idéologique, c'est-à-dire qu'ils disaient, on raconte des fadaises, les gens qui, soi-disant, sont sortis de leur corps et ont fait ce voyage qu'on appelle l'expérience de mort imminente. Eh bien, tout ça, il est évident que ce sont les drogues, que ce sont nos neurotransmetteurs. Et je dis évident, 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 mais quelles sont les preuves? Ils n'avaient aucune preuve. Ils étaient purement. C'était la première fois que je rencontrais des matérialistes purement idéologiques. C'est-à-dire que c'était. D'ailleurs, ils l'avouaient clair et net, ils étaient en guerre contre la menace d'obscurantisme. Et donc, moi, j'étais très embêté parce que je n'avais pas de. J'avais pas de matériaux pour rapporter un reportage. Parce que dire que des chercheurs supposent qu'il y a un phénomène chimique à la base de ces expériences qui avaient effectivement été décrites quand j'y vais, le livre de Moody, Life After Life, La vie après la vie, était sorti depuis 5 ans déjà. Mm. Mais je ne le connaissais pas. Je prends connaissance à ce moment-là grâce à ces gens, parce que ces gens qui se battent contre un danger d'obscurantisme euh, m'apprennent tout ça en réalité. Très paradoxalement, je les remercie, et en particulier leur chef qui s'appelle Ronald Siegel, qui est psychologue, expert en drogue auprès des tribunaux de Californie. Et euh, embêté, si vous voulez, j'ai mon réflexe de journaliste qui me fait, qui me fait penser, qui me fait rechercher quelque chose à rapporter à Paris, parce que j'allais rapporter vraiment bredouilles, j'étais comme un crétin. Et, et donc, je les titille un peu sur ce danger d'obscurantisme. Je leur dis, mais vous pouvez me donner des noms? Ah, ben oui, Ronald Siegel me fait toute une liste. Et je ne le remercierai jamais assez parce que il me dit, bah oui, 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 il y en a un très grave qui en fait se fait de l'argent là-dessus, tout simplement. Il s'appelle Raymond Moody. Moi, je ne connaissais pas. Et puis, il y en a un autre qui s'appelle Kenneth Ring. Il y en a un autre qui s'appelle Michael Sebom. Il me fait toute une liste de types qui sont censés être des obscurantistes et qui travaillent aux quatre coins des États-Unis. Et il me dit, alors, ça, c'était le cadeau extraordinaire qu'il m'a fait. Il me dit, bah, alors, la plus grave de toutes, C'est une la femme. plus grave de toutes, c'est une femme, elle vient de Suisse, elle s'appelle Elisabeth Kubler-Ross. Alors moi, je note, Elisabeth Kubler-Ross, oui, qu'est-ce qu'elle a? Elle me dit, oh, bah, écoutez, monsieur, pour vous dire le genre de dame, la dernière interview qu'elle a donnée, c'est au magazine Playboy. Et il ne se rend pas compte de ce qu'il me dit, parce que Playboy, moi, comme un certain nombre d'hommes, j'étais encore jeune, mais comme un certain nombre d'hommes à cette époque, je connaissais bien Playboy, journal érotique, qui montre des femmes nues, mais dont le grand entretien de départ, c'est parce que ça sert d'alibi, si vous voulez, vous achetez un journal pornographique ou érotique, il n'était pas trop porno en fait, et le prétexte, c'est de dire oui, mais je lis le grand entretien du début, parce que le grand entretien du début, c'était toujours des gens très importants. C'était Kennedy, euh, c'était Agnelli, le patron de la Fiat, c'était Fidel Castro. Enfin, pour être interviewé pour être l'interviewé du grand entretien de Playboy, il fallait être quelqu'un de très important. Et donc, il me révèle, ce faisant, que cette dame que je ne connais pas, qui s'appelle Elisabeth Kubler-Ross, est forcément quelqu'un de très important, puisqu'elle elle, elle est. Et donc, j'ai couru me procurer le Playboy en sortant de là, et puis je suis allé voir tous ces obscurantistes, et je suis tombé de haut, parce que, en fait, d'obscurantiste, je suis tombé tout simplement sur ce que j'appelle des chercheurs scientifiques. Parce que
Alors, je suis allé un peu partout. Kubler-Ross, j'ai mis 4 ans à l'attraper parce qu'elle était très, très demandée. Mais les autres, j'ai pu les voir le même mois. J'ai fait un grand tour à travers les États-Unis. Et, et Raymond Moody, à l'époque, il était encore interne à l'hôpital de Charlottesville en Virginie. Kenneth Ring, il était à, à l'université du Connecticut. Michael Sebom, il était cardiologue à, à Atlanta. Bref, je suis allé partout et ces gens-là me disaient quoi? Ils me disaient, écoutez, il y a un phénomène nouveau qu'aucune autre civilisation a connu avant nous, c'est que nous sommes capables aujourd'hui, grâce aux techniques médicales, nous sommes capables de sauver des gens qui sont au bord de mourir et qui, dans toutes les autres civilisations, seraient passés de vie à trépas. Et ça, c'est valable dans le monde entier, même dans des pays, dans les pays pauvres, il existe l'équivalent du SAMU. On, on a les techniques de réanimation, on ranime des gens. Et on en ranime, en tout, ça fait des millions et des millions de gens qu'on ranime au dernier moment. Or, vous, en France, vous en avez forcément. Et bien, interrogez-les avec subtilité, c'est-à-dire sans leur faire peur, sans les effrayer, parce que si par hasard, et c'est vrai pour environ 20% des cas, si par hasard ils ont vécu cette expérience, ils sont très sensibles, ils sont très. C'est pas rien comme expérience. Et alors vous, Joël, si je comprends bien, vous avez connu cette Oui, expérience-là. bon, on va rester un peu. Alors, c'est beaucoup de femmes hein, qui osent en parler. Donc, il y a eu, comme vous dites, Elisabeth Kubler-Ross. Après, il y a eu aussi chez nous Sonia Barkala, Marie de Henzel. Hein. Il faut penser qu'il y a beaucoup de femmes qui, euh, qui, en- qui parlent de ça. Qu'est-ce qu'il est devenu, Moody? Il a 79 ans maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Alors attendez, il faut que je corrige quelque chose à propos des femmes. Les femmes, moi ça j'insiste beaucoup dans la source noire, les femmes, elles ont joué un rôle capital dans ce que moi j'appelle l'acte 1. L'acte 1, c'est qu'elles ont réinventé l'art de nous accompagner les uns les autres dans les derniers instants. Parce que l'art de mourir, autrefois, il était aux mains des religions, et à mesure on s'est sécularisé, et à partir de la Seconde Guerre mondiale, en gros, c'est fini, ce n'est plus les religions. Euh, si vous voulez, quelqu'un se fait écraser dans la rue, vous ne dites pas vite un prêtre, vous dites vite une ambulance, vite un docteur. Et même, je pense, même dans les endroits les plus intégristes, que ce soit l'islam, les juifs, les chrétiens, n'importe où, là où il y a là où il y a danger de mort, on appelle un médecin. Ça s'est sécularisé. Et donc les religions ne jouant plus ce rôle-là, sauf vraiment cas très très exceptionnels, il a fallu réinventer l'art de mourir, ou plutôt l'art de nous accompagner les uns les autres, parce que ça fait partie de notre condition humaine. Nous pouvons nous accompagner les uns les autres dans la fin de vie. Mais ça, ce sont des femmes qui l'ont réinventé. C'est Elisabeth Kubler-Ross, effectivement, c'est Cicely Saunders. En France, il faut citer Michel Salamagne, il faut citer Jeanne Garnier, euh, Chantal Sebag-Lanoé, Blandine Bette, plus récemment, effectivement, Marie de Henzel, qui a convaincu le président Mitterrand d'ouvrir les premiers centres de soins palliatifs. Hein, c'est très d'actualité. Il y a maintenant on a une nouvelle loi. Après la loi Leonetti, maintenant il va y avoir, euh, on- en principe, vont se développer les unités de soins palliatifs un peu partout. Ça, oui, ce sont des femmes. Ça, ce sont des femmes. Et, mais si vous citez Sonia Barkala, par exemple, qui est une amie, Sonia, elle ne participe pas à ce mouvement-là. Elle participe à un mouvement qui, au départ, est complètement masculin. C'est-à-dire que, vous voyez, Raymond Moody, Michael Sebom, Kenneth Ring, Fred Schoonmaker, en France, Jourdain, plus récemment Charbonnier. Enfin, ce sont des hommes, très curieusement, comme s'il y avait eu un partage des tâches. Vous voyez, les femmes ont rouvert, parce que les femmes, elles sont sur le terrain, elles sont dans la pratique, elles sont dans la compassion. C'est là où on meurt vraiment. Et très souvent, ce sont des infirmières ou des aides-soignantes.
Alors que les hommes, quelque part, je pense que les hommes n'auraient peut-être pas pu faire ce travail s'il n'y avait pas eu celui des femmes d'abord. Et moi, j'appelle ça l'acte 2. C'est-à-dire que euh, Raymond Moody, Fred Schoonmaker, Michael Sebom, etc., ce sont des hommes. Et eux, ils sont pas au chevet de la personne qui va mourir. Non, ils recherchent, ils sont comme Truffaut dans Rencontre du troisième type. Ils sont à la recherche de gens comme vous qui ont vécu une NDE. Et alors, c'est très excitant. Ils sont plus dans une recherche spéculative. Ça a un côté presque ludique parce que c'est extraordinaire. Racontez-moi, racontez-moi. Et alors, ils font des courbes, collectent des milliers, et puis finalement des millions de cas de gens qui ont donc vécu cette expérience extraordinaire. Alors, aujourd'hui, maintenant, on est 50 ans plus tard. Aujourd'hui, tout ça se mélange. Il y a évidemment des hommes qui sont dans les soins palliatifs et il y a des femmes comme Sonia Barcala. Ce que je dis là du côté sexué de la réouverture de ce grand théâtre, parce que de tout temps, les humains ont dealé avec la mort, ont eu des rituels, ont eu des pratiques, ont eu des croyances. Mais ça faisait un peu relâche. Le théâtre s'est rouvert et voilà. Et c'est dans la réouverture qu'il y a un rôle un peu spécifique des femmes et des hommes. Aujourd'hui, c'est général. Alors vous me demandiez ce que devient Moody. Ben, il est toujours bien là. Il n'a pas cessé de s'intéresser donc à toutes les formes possibles de NDE, donc Near Death Experience, en français, expérience de mort imminente. Euh, il a, par exemple, euh, il a recherché, il a essayé de remettre à jour des méthodes très anciennes qui remontent à la Grèce antique de communiquer avec les consciences des gens partis dans l'au-delà. Le psychomontéum, à un moment donné, il s'intéressait à ça. Ensuite, il s'est intéressé au NDE partagé, c'est-à-dire l'expérience de mort imminente. Quelquefois, elle est vécue, parce que le cas typique, peut-être que je ne sais pas s'il faut préciser pour vos auditeurs, spectateurs, euh, le, 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 le plus simple, c'est de décrire l'expérience de mort imminente en 5 étapes. Parce qu'il y en a beaucoup plus, mais en disant en 5 étapes, l'étape numéro 1 que tout le monde a vécu, enfin pratiquement tous ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente ont dit que à un moment donné, tout d'un coup, ils se sont retrouvés dans un très grand calme, dans une très grande sérénité. Un- Alors, quand ils étaient en grande souffrance juste avant, parce qu'ils étaient accidentés ou opérés ou très malades, tout d'un coup, c'est un soulagement tellement fort, un calme tellement beau qu'en général, ils commencent par vous dire, moi j'en ai rencontré un certain nombre, ils commencent par vous dire, mais il n'y a strictement aucun mot pour décrire ça. Euh, une fois, c'était un psychanalyste qui voulait absolument témoigner. Il m'avait demandé de venir le voir. Je vais le voir. Et puis il me dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne sais pas, c'est vous qui m'avez demandé de venir. Oui, mais il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Et alors, comme il était psychanalyste, il faisait très attention aux mots qu'il prononçait. Alors que la plupart des gens vous disent, passent sans transition de monsieur ou madame, il n'y a strictement aucun mot pour décrire ce que j'ai vécu. Et puis là, hop, ils franchissent un fossé, mais sans s'en rendre compte, et puis ils se mettent à vous raconter une histoire magnifique. Et puis, alors donc, donc, ils mettent des mots sur quelque chose qui n'a pas de mots. Donc, en gros, ils basculent, sans toujours s'en rendre compte, dans l'ordre du symbolique. Ben, enfin, quand même, ça les a transformés. Et alors, donc, ils ont vécu ce calme absolument inouï. Ensuite, un nombre un peu moins grand disent qu'ils se sont vus sortir d'eux-mêmes, ils se sont vus eux-mêmes du dehors, n'est-ce pas? Ça, c'est une expérience qui intéresse énormément les chercheurs parce qu'ils essaient de le démontrer et c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'ils disent alors si vous êtes sorti de, alors qu'est-ce qui se passait par exemple dans la pièce d'à côté? Parce que les gens racontent ça quelquefois. Je me suis retrouvé dans la pièce d'à côté, je voyais ma famille qui était en pleurs et j'essayais de les consoler en disant mais non, je vais très bien.
mais il n'y avait rien à faire pour communiquer avec eux parce que j'étais dans un autre corps, ou j'étais dans hors corps. Alors donc ça c'est après, très schématiquement. Après, il y a l'expérience du tunnel ou enfin, de ce passage. euh, je serais très curieux de voir ce que vous raconteriez à propos de votre propre expérience. Mais il y a ce passage où arrivent éventuellement déjà des personnes défuntes. Alors, ah oui, j'ai retrouvé ma grand-mère, j'ai retrouvé ma marraine, j'ai retrouvé mon frère qui était mort avant moi. Avec, là aussi, c'est très ineffable parce que comment dire que je me suis déplacé dans une obscurité, mais à toute vitesse, et en même temps, c'était immobile. Euh, et puis, c'était c'était fantastique. Parce que je vivais comme, certains disent, c'était comme un orgasme, mais 1 million de fois plus fort. Et puis, alors, l'étape d'après, c'est qu'il voit une lumière. Il voit une lumière, et alors cette lumière, elle dégage quelque chose, là aussi d'ineffable, parce que c'est comme si c'était une lumière à la fois d'amour et de connaissance. Et puis alors certains, alors ça c'est vraiment les privilégiés, on pourrait dire, disent, bah, je suis rentré dans cette lumière. Alors là, là, c'est peu dire qu'il n'y a pas de mots. Et, et donc, ça c'est le profil type, parce qu'en réalité, quand vous les rencontrez, et j'en ai rencontré pas mal, il n'y a pas deux cas pareils. Ce sont chaque fois des scénarios différents. Euh, et puis, il faudrait parler des cas un peu particuliers. Ça, je l'aborde dans les différents livres que j'ai écrits sur la question, les NDE négatives. Oui, Les on va en NDE parler. Pour oui, ça, revenir sur Marie de Henzel, elle dit que c'est un peu, elle dit que c'est un peu comme un rêve. Et c'est vrai que moi, je pense que chacun le vit à sa manière. Moi, je sais que je suis partie comme un bouchon de champagne. Je me suis retrouvée en haut. Enfin, je veux dire, j'étais dans la lumière tout de suite. Enfin, j'ai pas vu des défunts, mais j'étais dans la lumière, dans l'amour et tout ça. Donc, c'est un peu comme dans un rêve. Et ça dépend de ce qu'on rêve et de ce qu'on est un peu sur Terre. Euh, on va parler des NDE négatifs parce que c'est important là, surtout en ce moment. Il y a un chapitre dans votre livre où vous parlez des récits troublants collectés par l'IAMDS et repris par Kenneth Ring sur les EMI négatives collectives. Parce qu'on est en plein on est en plein dans ça en ce moment. Enfin, on pourrait aller vers ça. oui. Alors, Kenneth Ring, c'est effectivement celui qui a créé l'IANDS. C'est International Association for Near-Death Studies, c'est-à-dire l'Association internationale des recherches sur l'expérience de mort imminente. Il a été très actif. Il était psychosociologue à l'université de Storrs au Connecticut. Et, il a créé le réseau, en quelque sorte, des chercheurs. euh, et lui, alors, Kenneth Ring, il m'a apporté énormément quand je l'ai rencontré en 1981 et puis plusieurs fois ensuite. Donc ça remonte, vous voyez, ça remonte c'était il y a 43 ans. Mais les données n'ont fait que se confirmer depuis. Alors j'espère qu'on en parlera aussi un petit peu, avec une attitude de plus en plus positive quand même des chercheurs officiels des universités qui au début, comme mes chercheurs américains sceptiques dont je parlais tout à l'heure, lui disaient mais tout ça c'est des hallucinations. Et Kenneth Ring est le premier qui me dit oui, ben alors, admettons que ce soit des hallucinations, mais alors ce sont des hallucinations qui vous changent à jamais. Parce que, et ça j'ai pu le constater plusieurs fois auprès auprès de gens de toutes sortes, quelquefois des gens très très simples qui vous racontent ça. Ils vous racontent 20 ans plus tard, ils ont été écrasés par un camion, et puis 20 ans plus tard, ils pleurent encore, comme si c'était arrivé la veille. Et ils ont effectivement complètement changé. Et Kenneth Ring, donc, comme il a centralisé énormément de données qui arrivaient de partout. Et alors, il y a plusieurs choses qu'il dit. Il dit, d'une part, il reçoit des témoignages de gens qui disent, mais moi, j'ai exactement vécu ça, mais sans risquer de mourir du tout.
à telle ou telle occasion. J'ai vécu ça, mais il n'y a pas besoin de mourir. En réalité, c'est une expérience. Il est étonnant et intéressant que ça se passe souvent au bord de mourir, on pourrait dire. Near death, c'est presque mort, au bord de la mort, mais ça peut se passer dans plein d'autres circonstances. Et par exemple, il y a toute un groupe de yogis canadiens, des yogis canadiens qui viennent voir Kenneth Ring en lui disant: «Mais alors c'est incroyable parce que ce que vous racontez, ces gens-là ont vécu ce que nous appelons expérience de conscience cosmique et que nous, par le yoga, on essaie d'obtenir, mais qu'on obtient une fois». Enfin, il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Euh, et alors, il reçoit aussi, Kenneth Ring, des informations sur des expériences négatives. Alors, de gens qui disent j'ai vécu pendant cette presque mort, j'ai vu, j'ai eu des visions de mort en masse, comme si des milliers ou des millions de gens mouraient, comme dans une guerre atomique, vous voyez, un truc. Et, euh, et, et c'était très effrayant. Et c'était très effrayant. Et puis alors, après, il va y avoir d'autres études, et ça serait trop long d'expliquer l'histoire de Nancy Bush, mais Nancy Bush, c'était la permanente de cette association de chercheurs qui, elle, avait vécu une expérience terrifiante au moment d'accoucher. Mais d'ailleurs, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus, d'ailleurs, enfin, en tous les cas, ne me sont pas parvenus des témoignages systématiques à propos de l'accouchement. Parce vous, c'était en L'accouchement accouchement? l'accouchement ou l'avortement. L'accouchement ou l'avortement. Moi, c'était un moment où je perdais un enfant, donc C'était un moment où vous ouais, perdiez un enfant. Et ça, moi, j'ai rencontré pas mal de cas euh, avec éventuellement des expériences très belles, c'est-à-dire la plongée dans la lumière, l'amour, la connaissance, mais à l'occasion à l'occasion d'un avortement. d'un avortement ou d'un accouchement difficile, disons d'un Mm. accouchement difficile. Et donc, c'est certainement une corrélation qui reste à travailler parce que, en général, les chercheurs disent qu'il n'y a pas de corrélation, c'est-à-dire que ça peut arriver à n'importe qui, jeune, vieux, malade, accidenté, croyant ou complètement incroyant, ça arrive à n'importe qui. Mais les accouchements, je trouve que ça mériterait, et il y a certainement des études, mais que j'ignore à ce sujet-là. Et Nancy Bush, c'était quelqu'un, elle avait eu une expérience en accouchant, ça s'était mal passé, elle s'était retrouvée dans un espace inconnu, entourée elle ignorait que ça s'appelait comme ça, mais c'est yin-yang, vous savez, le signe yin-yang, le blanc et le noir. Et le blanc devenait noir, le noir devenait blanc. Et pour elle, ça a été terrifiant, ça a ruiné. C'était comme un vraiment, vraiment bad trip parce que ça voulait dire tout est vrai, tout est faux. Et toute sa croyance de jeune protestante naïve euh, s'était effondrée à ce moment-là. Et elle a mis des années et des années à comprendre qu'elle avait vécu. Alors, elle a fait une recherche. euh, Elle a fait plus tard, elle a eu le courage, parce que ça lui faisait très peur, elle a eu le courage de faire une recherche avec Bruce Grayson, qui était devenu le patron de ce réseau de chercheurs. Et plusieurs études ont montré que des études, souvent, souvent, les expériences négatives, alors il y a euh, moi, je vois deux points communs à beaucoup d'expériences négatives, c'est-à-dire que les gens se retrouvent dans un espace où le cosmos ou des entités se moquent d'eux. Ils sont terrifiés, ça se moque, et souvent sous des formes géométriques. Euh, Comme ce fameux docteur qui avait publié dans le Lancet il y a déjà fort longtemps, ça c'était avant, dans les années 70, qui dit on l'opère sur la table d'opération hyper connaissant, paf, il se retrouve dans un espace où il est un cube. Il se retrouve sous la forme d'un cube. Et bon, rien de spécial à signaler sous la forme d'un cube, mais tout d'un coup, il est entouré de sphères qui se moquent de lui et qui veulent qu'il devienne une sphère aussi, et ça lui fait horriblement peur, et il hurle par télépathie, il leur dit ne m'approchez pas, ne m'approchez pas, et les sphères restent à distance, mais se moquent de lui,
Et à ce moment-là, il se réveille et il se rend compte qu'il a été complètement idiot parce qu'une sphère, c'est beaucoup plus fort comme forme platonique, si vous voulez, une sphère, c'est beaucoup plus fort qu'un cube, et il se rend compte que ces sphères ne lui voulaient pas de mal, bien au contraire. Et donc, donc il s'empresse d'écrire, encore, sur la table d'opération, il demande un papier, un crayon, il écrit: «Mais ces sphères ne me voulaient pas de mal». Enfin, c'est l'histoire du docteur Simpson. Et mais ce que voit Kenneth Ring, c'est encore autre chose. Enfin, lui-même ne voit pas, mais il recueille des témoignages de gens qui ont vu des masses humaines mourir, comme dans une apocalypse. Et alors l'hypothèse que le chercheur Kenneth Ring en tire, c'est peut-être que l'humanité, et à notre époque, ça fait partie des fantasmes qu'on a, mais ça peut aussi être des hypothèses. Lui, il prend comme une hypothèse de travail, il dit peut-être que l'humanité, comme entité globale, doit vivre une expérience de mort imminente, c'est-à-dire que l'humanité doit se voir proche, à à 2 pas de mourir, de disparaître. L'humanité pourrait disparaître. Il y a le changement climatique, il y a la guerre atomique possible. L'humanité pourrait être tout près de la mort et vivre en quelque sorte une expérience une EMI, une ENDE, une expérience de mort imminente collective. Et que ça serait, alors c'est un truc de science-fiction, ça, c'est de la science-fiction, c'est comme si, c'est un peu comme, là, actuellement, il y a un roman qui a beaucoup de succès dans les milieux que je fréquente, qui s'appelle La Petite Princesse, de Jean-Pierre Gou. La Petite Princesse, ça fait suite au Petit Prince de Saint-Exupéry. Et dans La Petite Princesse de Jean-Pierre Gou, approuvé par la famille Saint-Exupéry, eh bien, il y a comme ça une métamorphose, hein, une métamorphose, c'est-à-dire une transformation globale et qui nous fait littéralement passer dans un autre état, une métamorphose de l'humanité. Que l'humanité devienne, bah, déjà écologique, qu'elle devienne moins. Ce qui paraît, dans certaines légendes, on dit qu'il y a des extraterrestres qui nous regardent de loin et qui se demandent, qui se demandent comment cette planète magnifique qui s'appelle la Terre, très variée, très, très, très variée, il paraît qu'on est plus varié que beaucoup d'autres planètes habitées par des extraterrestres. On est très varié, on a beaucoup de langues, et puis on a de l'humour. Ils se demandent ce que c'est que l'humour. Nous, on a de l'humour, on a une variété, mais on est resté des espèces de gens préhistoriques, puisque on continue à se faire la guerre. C'est-à-dire que, et ça étonne beaucoup. Dans ces légendes extraterrestres, ça étonne beaucoup comment il était possible d'être arrivé à contrôler la force de l'atome, comment il est possible d'être arrivé au moment du décryptage de l'ADN. Ce sont quand même deux prouesses extraordinaires de l'humain. Comment est-ce qu'on en est arrivé à créer des intelligences artificielles de plus en plus performantes et continuer à se faire la guerre? C'est-à-dire que c'est un hiatus. Et là, il faudrait que l'humanité change, qu'elle bascule. Et ça, c'était la version optimiste que Kenneth Ring tirait de ces témoignages de morts en masse. Voilà, mais il ne pouvait pas en dire plus. En disant, bon, bah, peut-être que c'est ça, mais ça veut dire quoi? Est-ce que ces gens-là ont une espèce peuvent jeter, enfin, se font prospectivistes ou prophètes de quelque chose de terrible qui va nous arriver. Oui, mais Personne ne peut le dire. on a pratiquement tous ça en nous. Moi, je me rappelle aussi quand il y a eu le tsunami, là, enfin, il y a eu plein de morts en même temps. Donc, ça doit faire aussi des morts collectives. Il doit se passer des choses aussi. Je pense que les gens qui partent ensemble, ils doivent vivre des choses ensemble. Marie de Henzel qui se bat, elle, qui s'est battue pour les soins palliatifs, mais on en arrive maintenant à ce que la mort, c'est pas la mort, que la mort, on la donne aux enfants qui naissent et on la donne aux vieux qui veulent partir ou aux malades. C'est-à-dire, il n'y a plus de mort. La mort, quelque part, il y a ces expériences de mort imminente et de l'autre côté, il y a le fait que bah, la mort n'existe plus. On peut se séparer d'enfants, on peut tuer des gens.
peut leur donner la possibilité, je Ah, vois. elle existe bel et bien, mais alors Mais bon, il y a un livre qui a beaucoup de succès aussi en ce moment, qui est celui de Stéphane Alix, qui dit «La mort n'existe pas». Et moi, j'aurais tendance à dire, attends, la mort existe bel et bien. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un, là, j'ai perdu beaucoup de copains ces derniers temps, et bah, ils sont plus là, quoi. Mais, et c'est ça, moi, le titre d'un chapitre que je viens de faire dans un livre collectif paru chez Très Daniel sur, sur la conscience, je pose la question, et si la conscience se riait de la mort? C'est-à-dire que la mort, elle existe, mais quelque chose en nous, et peut-être quelque chose d'essentiel en nous, s'en moque, passe à travers, passe à travers. Alors là, vous parlez, oui, Marie de Henzel, elle a joué un grand rôle. Elle a joué un grand rôle. Pour moi, Marie de Henzel, c'est comme la fille d'Elisabeth Kubler-Ross ou la fille de Michel Salamagne. C'est-à-dire que elle est la génération qui est arrivée après. Donc là, l'idée des soins palliatifs, l'idée que nous pouvons et nous devons nous aider les uns les autres à la fin. Et il y a toutes sortes de moyens. euh, Soulager la douleur, soulager la douleur. Et ça, les Anglais ont été les plus forts. Et quand Bernard Kouchner était ministre de la Santé, il me disait le mal qu'il avait, le mal qu'il avait, même quand c'était je me rappelle, hein, il avait un copain qui était en train de mourir du sida. À l'époque, on mourait du sida. Et il a fallu, lui, ministre, il a fallu qu'il aille personnellement dans l'hôpital pour dire donnez-lui de la morphine. Donnez-lui de la morphine. Il y a différentes façons. Les Anglais ont mis au point, déjà dans les années, début des années 60, la fameuse potion de Saint-Christopher. C'est de la morphine par voie buccale. Et, mais il y avait une résistance énorme de la part de la corporation en France. Comme si quelqu'un qui est en train de mourir du sida allait devenir un drogué parce que voilà, il va s'accoutumer. C'est un côté complètement ridicule que, 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 que Kouchner et son conseiller Burnier euh, attribuaient à nos antécédents catholiques, alors que les Anglais sont plus protestants et font plus confiance à l'individu en disant, bon, je te fais confiance, tu me dis que tu vas avoir mal, combattons le mal avant même qu'il arrive. Alors que chez nous, il y a un côté, oh, écoute, tu vas pas jouer la comédie, il faut presque, c'est inconscient, mais il faudrait presque souffrir un peu. Et puis quand tu auras souffert plusieurs jours, bon, alors là, je te ferai confiance, je croirai ce que tu dis, mais c'est trop tard une fois que la douleur est installée. Enfin bon, bref, Marie de Henzel a été très bonne là-dedans. Et donc Mitterrand, qui était son ami, a inauguré en 1986-87, bah, au moment où paraît mon livre La Source Noire. Il y a eu plusieurs mouvements comme ça, conjoints, comme si on était porté inconsciemment par une vague sociologique. Ils ont inauguré la première unité de soins palliatifs, boulevard Jourdan, à l'hôpital universitaire de Paris. Et ça a été très important. Puis ensuite, Marie, elle s'est, elle s'est intéressée beaucoup à la fin de vie, enfin, mais à la fin de vie encore en bonne santé, comment bien vieillir. Et ce contre quoi elle se bat, c'est contre l'euthanasie active euh, systématique. Oui, moi je pense qu'il n'y a pas assez de produits. D'abord, il n'y a pas assez de place dans les soins palliatifs. Et Ça, deuxièmement, c'est il n'y sûr. a pas assez de produits. Et comme on veut faire des économies, ben, je veux dire, ça va beaucoup plus vite pour vider les caisses de retraite, un peu méchante, mais de dire, bon, comme ça, il n'y a pas de traitement à donner. Et puis voilà, moi, ça me fait. Oui, ça, c'est sa crainte. La crainte de On peut pas Marie, demander, c'est c'est comme que l'enfant qui veut naître, quoi. Je veux dire, on demande pas on pourra ne pas demander la permission à la personne, quoi. C'est ça qui fait peur. c'est sa crainte. Pour le moment, c'est quand même pas le cas. Et c'est quand même pas le cas, que ce soit la version belge où c'est effectivement un soignant qui donne, qui fait l'injection létale finale, celle qui tue, ou à la manière suisse où c'est le suicide assisté.
c'est la personne elle-même qui doit se shooter ou qui doit avaler le truc. Heu, pour moi, il y a des cas où c'est absolument, impossible d'éviter ça, mais je trouve qu'on fait beaucoup de bruit, il y a comme beaucoup d'émotions et les intellectuels, heu, ont tendance à dire: «Si, si, je veux avoir le droit de me suicider si j'arrive à une certaine extrémité ou qui est devenue insupportable. Je veux avoir ce droit, ça fait partie des droits humains» et cetera. Heu, moi, je crois que ça concerne très peu de gens en réalité. Marie de Hetzel craint que ça se généralise et que, en gros, les personnes mourantes, ou enfin, très atteintes, très malades et pauvres, sans moyens, qu'on les achève. Elle a Ah, bien sûr, bah, une elle a espèce de raison. truc un peu nazi. Je trouve qu'elle elle Elle a un fantasme elle dans cet ordre-là. heu, Je pense pas qu'on en soit là et je pense que la question posée actuellement par la ministre, de la santé est la bonne. C'est-à-dire qu'en réalité, 95 des gens sont concernés, non, et encore peut-être même davantage, sont concernés par les soins palliatifs. oui, mais il y a C'est-à-dire pas de que place. Il y a pas de place. et là, on manque de moyens. Alors ils Voilà, disent donc qu'ils vont on augmenter le achète nombre. les chevaux, comme dirait l'autre. Bon, on Pardon? de là parce que c'est pas très gai. Heu, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la noosphère là de Pierre, Teilhard de Chardin et du géologue, humaniste Vladimir Vernadsky. Ça, c'était dans votre livre Noosphère. Mais, est-ce que c'est pas la solution aussi de sortir de tous ces problèmes qu'on a en ce moment-là, la noosphère? Ah, bah, là, on revient à quelque chose de très, très, très collectif. Mmh. La noosphère, c'est un concept qui est apparu dans les années 20, donc il y a exactement 100 ans. Mmh. Heu et c'est une vision qui est partagée par 2 chercheurs, 2 chercheurs, un Français qui est un paléoanthropologue ou un paléontologue au départ et puis un paléoanthropologue un peu par la suite, et puis qui est aussi jésuite, c'est Pierre Teilhard de Chardin. Et l'autre homme, c'est un géologue russe qui s'appelle Vladimir Vernadsky. Et chacun de son côté, ces gens, ces 2 hommes, vont faire une démarche qui va les faire se rejoindre. Alors, Vernadsky, il est nettement plus vieux, il est né en 1863, alors que Teilhard de Chardin, si ma mémoire est bonne, il est né en 1881, donc il y a quand même presque 20 ans qui les séparent. Heu, et tous les 2, ce qui est remarquable et que dans mon livre Noosphère, je raconte à à un jeune homme et à des jeunes gens assez désespérés, comme on en trouve aujourd'hui, qui sont atteints de ce qu'un un philosophe, australien a appelé la solastalgie. La solastalgie, c'est l'anxiété environnementale, c'est l'angoisse écologique. On va tous crever parce que ça va très, très mal. La biosphère est en train de dépérir, il y a plus d'insectes, il y aura bientôt plus d'oiseaux, vous connaissez ça. Les températures, vont monter, 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 le niveau de la mer va monter, il va y avoir des mouvements migratoires à côté desquels, on n'a encore rien vu, parce que quand il fera 50 degrés à l'ombre, en Afrique, et ben, forcément ces gens-là vont venir ici. Ça va être, ça va il va y avoir des mouvements extrémistes, épouvantables. Bon, bref, là, de nouveau, on se retrouve face à l'idée presque d'une fin du monde. Et heu, Teilhard de Chardin, aussi bien que Vladimir Vernadsky, ils vont avoir littéralement des visions, mais des visions appuyées par, des réflexions, mmh, intellectuelles et scientifiques fondées en disant, heu: «Nous sommes vivants, nous sommes des vivants, nous sommes, eux, à l'époque, ils ne savaient pas encore que ça s'appelait l'ADN, mais ils en avaient comme l'intuition. Nous sommes des vivants et depuis les toutes premières formes vivantes sur cette planète, il y a presque 4 milliards d'années, qui étaient les bactéries, qui ont régné sur la planète pendant au moins 2 milliards d'années. Eh bien, il y a une continuité
tous les deux lisent Darwin. Pour le russe, c'est un peu normal parce qu'il vient d'une famille qui sont plutôt francs-maçons. Pour le jésuite Teilhard de Chardin, c'est très osé, même c'est carrément même C'est mal c'est vu. audacieux Mm. parce que Darwin à l'époque c'est la bête noire de l'Église catholique. Mais il lit Darwin, il est persuadé que en effet il y a une évolution, que les formes vivantes sont nées les unes des autres, comme comme des poupées russes, n'est-ce pas? Il y a une évolution que Darwin explique en partie. Il n'explique pas les grands sauts, mais parce que à un moment donné, quand on passe, quand on passe du poisson au reptile, il y a quand même un saut. Et, et quand, et quand une orchidée prend la forme très précise d'un certain insecte avec sa couleur, son odeur, c'est très difficile d'expliquer ça par des mutations au hasard. Il y a des sauts qui restent à expliquer. Mais ils sont quand même persuadés qu'il y a une évolution et, et que cette évolution, elle a traversé toutes sortes d'épreuves, mais que ça n'a pas échoué, que le programme vie sur cette planète, il n'a pas, il a connu des crises, mais il n'a pas échoué. Et chaque fois, ça a sauté vers quelque chose de plus grand et de plus conscient, de plus conscient. Et donc Teilhard de Chardin, il va développer toute cette théorie de la complexité conscience, c'est-à-dire que plus ça devient complexe, plus ça devient conscient. Et, et dans un jeu presque dialectique. Et le russe, lui, de son côté, il étudie la terre d'Ukraine qu'on appelle le tchernosium, la terre noire, l'humus le plus fertile du monde. On peut comprendre certains enjeux à propos de ça. Puis l'Ukraine, c'est très, très riche. Et un humus qui descend quelquefois à plusieurs mètres de profondeur, alors que sur le reste de la planète, c'est quelquefois juste quelques centimètres. Puis quelquefois, il n'y a pas d'humus du tout. Au Sahara, il n'y a pas d'humus, ça, c'est sûr. Et donc, il étudie l'humus, il étudie le tchernosium, et il se rend compte qu'il y a dans la vie euh, euh, une, euh, une interconnexion entre les différents éléments, chimiques mais aussi organiques, une interconnexion telle qu'elle ne peut pas émerger, elle n'a pas pu émerger comme ça spontanément. Il appelle ça matière vivante et il s'interroge sur le fait que nous sommes en quelque sorte les enfants de la terre vivante. Et quand ces deux hommes... Alors, une chose importante à dire, c'est que aussi bien Teilhard que Vernadsky, ces visions d'une évolution vers quelque chose de plus en plus conscient et qui pourrait déboucher finalement sur une conscience globale de l'humanité, ces visions-là, ils ne les ont pas alors qu'ils sont en vacances au bord de la mer. Ces visions, ils les ont Teilhard dans les tranchées de 14-18, parce que pendant 4 ans, à partir de 1915 jusqu'à la fin, il va être brancardier. Il n'a pas voulu, comme ses frères, il n'a pas voulu Se battre. devenir officier. Il est sous-officier, caporal. Il est caporal et, et brancardier. Il a une chance folle d'ailleurs parce qu'il est très courageux et il ne va pas mourir. Alors deux de ses frères vont mourir, deux autres sont gravement blessés. Et là, il a des visions qui ne sont pas évidentes à comprendre. Parce qu'il va appeler ça, pendant ces 4 ans de guerre, il écrit 16 petits livres de philosophie et de spiritualité et de théologie, 16 petits livres à la lueur des bougies. Quand il a un moment de répit, il écrit, il écrit, il écrit. Et euh, cette horreur qui est la guerre, qui est en particulier la guerre des tranchées, il va la voir comme quelque chose de paradoxalement positif. C'est-à-dire qu'il va la voir comme un accouchement violent, un accouchement très, très, très violent, mais il est persuadé, il ne peut pas, comme disait, comme dit la chanson de l'affiche rouge, Manouchian, je meurs sans haine pour moi, pour le peuple allemand.
il n'a pas de haine vis-à-vis de ceux qui pourtant pourraient le tuer d'une seconde à l'autre, et il se demande, heu, ce que les Allemands de leur côté, alors qu'il appelle les Boches, hein, tout le long de ses textes, ce sont les Boches quand même, ça il dit peu, mais il dit: «Mais les Boches ont des qualités. Les Boches ont des qualités que nous n'avons pas et nous, nous avons des qualités qu'ils n'ont pas», et comment ces qualités vont, réussir à se fédérer pour donner quelque chose de collectif, et il est persuadé qu'on y va, qu'on y va, et quelque part, la suite de l'histoire, malgré les déboires de la Société des Nations entre les 2 guerres et puis là, surtout la 2 Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, ben, on va voir naître, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, la FAO, toutes ces grandes organisations internationales, et lui, il va être persuadé que, que c'est le début, que ce sont les germes d'une conscience collective. Et Vernadsky, de son côté, lui, qui est d'abord très, très, très menacé par les bolcheviks parce qu'il appartient à une ancienne famille de l'élite ukrainienne et russe. Il est ukraino-russe. Et lui aussi, il va avoir comme ça des visions en se disant, à un moment donné, il est malade, il a le typhus, il manque mourir. Et il a des visions d'une collaboration internationale des scientifiques, en disant, parce que tous les deux croient énormément à la science, même si, s'ils peuvent être croyants, pour le cas de Teilhard, même complètement mystiques, mais ils pensent que la science a joué un grand rôle et que la responsabilité repose en grande partie sur les scientifiques, que ce sont les scientifiques qui doivent se fédérer à l'échelle mondiale pour faire naître cette conscience internationale. Et Alors, qu'est-ce qu'ils penseraient de l'intelligence artificielle, ces deux-là? Parce on n'est pas justement dans une humanité qui va vers... exact. Alors, moi, je propose dans mon livre une hypothèse, c'est que ça ne leur aurait pas fait peur, et qu'ils auraient dit. Alors, Teilhard, il parle à un moment donné des robots. Alors, ce sont des robots très primaires, hein, qu'il y a à ce moment-là, mais il dit, mais les robots vont délivrer l'humanité de tout un tas de tâches finalement fastidieuses, et ça va. Il est évidemment très, très, très optimiste. Il pense que libéré de toutes sortes de tâches, par exemple, nous n'avons pas à nous préoccuper de ce que font les bactéries dans notre intestin. Pourtant, elles font le boulot, hein, mais vous mangez et vous n'êtes pas préoccupé par savoir comment ça va être assimilé, etc. Enfin, vous prenez les produits qu'il faut et vous mangez correctement si possible, mais vous n'êtes pas préoccupé par... votre sang circule dans votre corps sans que vous ayez à vous en préoccuper, et chacun de nous est une constellation extraordinaire qui s'est faite au fil de l'évolution et dont nous n'avons pas à nous préoccuper, et nous pouvons nous intéresser à des choses plus intéressantes, ou en tous les cas plus spirituelles, comme l'art, comme la conversation et l'amour, parce que tous les deux disent ça ne marche pas sans amour. Ça ne marche pas sans amour. Teilhard a des développements. Teilhard est très poète, alors que Vernadsky est plus un scientifique qui écrit quelquefois de manière barbante. Mais heureusement, il tient son journal. Ça, le journal de Vernadsky, il vaut le détour. Mais Teilhard est persuadé, et il arrive à en convaincre, quand ils vont se rencontrer tous les deux à Paris en 1925, Teilhard arrive sans problème à convaincre Vernadsky que tout ça ne marche pas sans amour. C'est-à-dire que les humains comprimés en quelque sorte les uns contre les autres pourraient devenir une masse barbare s'il n'y avait pas d'amour. Or, chacun, enfin tous ceux qui ont eu la chance de vivre une situation amoureuse, chacun sait que si je suis amoureux de vous et si vous êtes amoureuse de moi, et que nous nous rapprochons, nous n'allons pas fondre dans un magma. Je vais être plus moi-même que jamais, et vous allez être plus vous-même que jamais. Le fait d'aimer nous rend nous-mêmes, même éveille des potentiels qui étaient endormis. Et
alors lui, Teilhard, il a été extrêmement, bien que jésuite, alors je pense en tout bien tout honneur, je n'en ai pas la preuve directe, mais il a été énormément inspiré par des femmes. Vernadsky, lui, était marié. Et Vernadsky comprend ce que dit Teilhard, en particulier parce qu'il est pédagogue. Parce que Vernadsky, c'était carrément un leader à l'université, puis même après, les soviétiques vont finir par l'intégrer, il va devenir un héros soviétique. Mais euh, il était le leader d'un groupe qui s'appelait la Fraternité Vernadsky, qui portait son nom, et beaucoup d'entre eux étaient très attirés par la pédagogie, de devenir prof, enseignant, instituteur. Instituteur. Beaucoup étaient instituteurs et institutrices parce qu'ils marchaient beaucoup en couple, homme-femme. Et, et Teilhard, écoutant Vernadsky lui parler de la nécessité d'éduquer le peuple, d'éduquer les femmes du peuple, de les éduquer à tout, mais en particulier à la science, il lui dit, mais est-ce que vous pouvez enseigner à quelqu'un que vous n'aimez pas? Et Vernadsky est obligé de reconnaître qu'en effet, il faut de l'amour, il faut aimer ses élèves pour pouvoir être un bon prof. Il faut aimer ses élèves. Et donc, ils ont ces visions dans des circonstances très dures, donc on ne peut pas dire que ce sont des bisounours, des gens du New Age californien qui, en fumant des gros pétards, ont des belles visions, même si j'ai rien contre ces belles visions New Age, mais eux, ils ont eu leur vision dans des circonstances épouvantables. Épouvantables. Et c'est ce que je raconte, moi, dans mon livre, à ces jeunes gens désespérés d'aujourd'hui, en disant, même dans des situations épouvantables, on peut développer une vision, des visions d'une humanité réconciliée avec elle-même, même si ça paraît quelquefois utopique. Mais moi, vous savez, il y a un grand débat aux États-Unis entre un psychologue qui s'appelle Steve Pinker et un anthropologue qui s'appelle David Graeber. Pinker, et moi je suis plutôt du côté de Pinker, Pinker dit, contrairement à tout ce que vous entendez sur les médias, contrairement à ce que croient la plupart des gens, non, l'humanité n'est pas de plus en plus violente. Non, l'humanité n'est pas de plus en plus violente. Euh, et il fait des courbes, très précisément, pour le dire de façon ultra schématique. Quelle est la probabilité pour qu'un enfant qui naît là aujourd'hui soit un jour tué volontairement par un autre humain? Eh bien, cette probabilité, elle diminue. C'est-à-dire que, alors là, moi, je ne sais pas exactement comment ils font, mais même les paléoanthropologues ou les historiens de la préhistoire savent, peuvent dire dans quelles conditions sont morts les gens dont on retrouve les restes. Et, eh ben, nos ancêtres étaient violents, c'est-à-dire on mourait facilement d'une flèche ou d'un coup de massue ou d'un. euh, alors, ça n'a pas complètement arrêté, mais ça va en baissant. Ça va en baissant aussi parce qu'on est de plus en plus nombreux. Donc, les statistiques, si vous voulez. Et cette chose ahurissante est démontrée par Steve Pinker, c'est-à-dire que le XXe siècle a été moins violent que le XIXe. Alors, le XXe siècle, deux guerres mondiales, la Shoah, le goulag, les guerres coloniales, enfin, toutes les horreurs du XXe siècle n'arrivent pas à faire que les humains ont été plus violents au XXe qu'au XIXe. Moi, c'est vrai qu'on a du mal à le croire. Et quand on avait fait un article là-dessus avec Jean-Louis Servan-Schreiber dans le journal, dans le dernier journal pour lequel j'ai travaillé et qui s'appelait Nouvelle Clé, euh, eh ben, on avait fait un examen, les lectrices et les lecteurs ne nous croyaient pas en disant oh, ben, ces journalistes, ils racontent n'importe quoi. Oui, parce qu'on est en Et train de nous faire croire que avec le grand remplacement et tout ça, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Donc, on est en train de on nous monte la tête, on nous monte la tête pour nous faire peur, hein. je me rends compte que je n'ai pas répondu vraiment à votre question à propos de l'intelligence artificielle. Oui, Euh, elle est là et pour nous remplacer ce quand que même. parce que je pense que Teilhard de Chardin et Vladimir Vernadsky auraient trouvé ça très intéressant, parce qu'ils étaient très, 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 alors peut-être trop fascinés par la technologie, et ils n'avaient pas encore complètement pris conscience Et donc, de la question écologique.
de la question écologique en se disant, bon, ben, c'est comme ça, la technique, ils auraient presque pu être tentés par du transhumanisme, qui pour moi est une voie en impasse, une impasse, de s'imaginer que c'est par les technologies que nous allons résoudre tous les problèmes dramatiques qui se posent à la planète actuellement et aux humains. Et que ça, Et la mort puisqu'ils nous prédisent, l'immortalité donc oui, oui, ce qui est quand même d'une naïveté complètement confondante. C'est comme s'ils n'avaient jamais réfléchi à la question de savoir ce qu'est la conscience. Qu'est-ce que la conscience? Alors, c'est un sujet éternel, on pourrait en parler des heures et des heures et des heures, et c'est une énigme que les philosophes, les théologiens, et puis plus tard les neurologues et enfin toutes les sciences humaines se posent. Qu'est-ce que la conscience? Là, nous sommes en train de parler, vous et moi, on est a priori un peu conscient de ce qu'on dit ou de ce qu'on écoute, mais ça reste très, très, très énigmatique. Là, en ce moment, moi, j'enquête un peu là-dessus, et je rencontre des gens qui communiquent avec des animaux et les animaux ont évidemment une conscience, mais je rencontre aussi des gens qui communiquent avec des végétaux et, et les végétaux ont une forme de conscience et une forme de présence à soi et de capacité à réagir et à s'informer, à communiquer. Les arbres, on le sait de plus en plus, les arbres d'une forêt, ils communiquent les uns avec les autres. Ça forme finalement une seule entité. Et, et, et ça va jusqu'à des, euh, des astronomes, comment, cosmologistes, qui travaillent avec des neurologues pour dire, mais attendez, vous savez quoi? Euh, Tout se passe comme si les étoiles, notre Soleil est une petite étoile, hein, une toute petite, qui ne fait que transformer de l'hydrogène en hélium. C'est pas une grosse étoile, mais les étoiles communiquent d'une certaine façon entre elles par électromagnétisme. Et là, avec l'éclipse, je ne sais pas si vous avez vu les photos de l'éclipse solaire, c'est formidable. On voit ces jets de matière solaire qui s'élancent dans l'espace. Et il semblerait bien que les étoiles communiquent entre elles. Et comme il y a à peu près autant d'étoiles dans le ciel que nous avons de neurones dans notre tête, voilà que des chercheurs audacieux, pour ne pas dire téméraires, se demandent si le cosmos tout entier ne se comporte pas comme un gigantesque cerveau. Et alors, il y aurait une conscience cosmique comme ça. Bon, alors ça, à ce stade-là, c'est vraiment de la science-fiction, mais non, la, la, la conscience, la non, puisque conscience. Alors, est-ce si on est que dans le tout, enfin, si on est dans le tout, en vérité, ça se conçoit, hein. ça se conçoit, ça se conçoit, et on peut imaginer des nappes. Teilhard de Chardin aimait beaucoup parler en nappe. Pour lui, une particule, c'était une flèche. Et un état, à un moment donné, c'est une nappe parce que tout ça évolue. Et donc, de savoir si des machines, si nos machines pourront devenir conscientes, c'est-à-dire éprouver des émotions, pleurer, Et euh, prendre ou, des- ou, ou, Il est ou, question qu'elles prennent le pouvoir aussi, c'est-à-dire qu'elles se. alors, ce qui est très embêtant, c'est qu'elles prennent le pouvoir, même si elles n'ont pas de conscience. Euh, et qu'on se- voit que dans les guerres qui se déroulent en ce moment, eh bien, euh, on tue des gens, on tue des gens parce que l'intelligence artificielle a décidé qu'il fallait les tuer. Mm. Par exemple, là, par reconnaissance faciale, voilà, je sais, j'ai face à moi Joël, et bien la machine reconnaît Joël et elle analyse ça en une fraction de seconde et elle décide, oui, il faut vous tuer. Et il y a pas un humain derrière qui a décidé de vous tuer, c'est la machine. Et ça, c'est vrai que ça ouvre des perspectives effroyables. Je suis C'est- d'accord. Mais alors, est-ce qu'on va se laisser faire? Ben, ça va être difficile, hein. Est-ce qu'on va se Les laisser robots. faire quelque part? euh, En moi, il y a une conviction, mais qui n'est pas démontrable facilement,
euh, que tout ça ne va mener nulle part. C'est-à-dire que, et ça c'est tout de même des gens comme Vernetzky ou Teilhard de Chardin, et puis plus tard bien d'autres, dont James Lovelock par exemple, celui qui a émis l'hypothèse Gaïa, eh bien, euh, et puis Darwin, tout simplement, la sélection naturelle va-t-elle sélectionner ces machines comme des formes viables? C'est, vous savez, le survival of the fittest, c'est survivront les plus adaptés. Or, ce qui est clair, c'est que il y a une logique du vivant. Il y a une logique du vivant depuis les bactéries jusqu'à nous. Il y a une logique, c'est-à-dire que ce qui ne répond pas à cette logique est éliminé. Et je ne suis pas sûr que l'intelligence artificielle s'inscrive dans la logique du vivant. Voilà. Alors, si elle y parvient, si elle parvient à s'inscrire dans la logique du vivant et donc à favoriser le vivant, alors elle a une petite chance. Mais ce n'est pas la voie qu'on lui voit prendre actuellement. Non, Mais je peux. il y a toujours des fleurs qui poussent à travers le bitume. De toute façon, la vie, elle reviendra. Et moi, j'espère franchement qu'il y aura une aide. Alors, quand il y a eu ce soleil-là qui s'est mis à... Quand il y a eu l'éclipse solaire, je me suis dit, s'il pouvait y avoir quelques petits bugs comme ça, par-ci, par-là, parce qu'on est quand même très tributaire de l'électricité et de toutes ces choses-là. Et sans elle, on ne peut plus rien faire. Donc, il y aura forcément peut-être quelque chose qui va nous sauver. Vous ne pensez pas? Oui, si, Que sans électricité, on est mort, on ne peut plus rien faire. Enfin, je, pas nous, mais toute je cette pense que intelligence. nous sommes devenus, ça c'est ce que, pour revenir une seconde sur Elisabeth Kubler-Ross, et puis peut-être pour finir, Oui. euh, elle se rendait compte, elle qui avait vécu pendant 2 ans aux portes des camps de concentration qu'on venait de libérer, mais il y avait des camps de réfugiés, surtout dans la zone soviétique. Les malheureux qui sortaient des camps, ben, ils entraient dans un autre camp de réfugiés et beaucoup mouraient. Et donc, il y avait Elisabeth Kubler-Ross qui avait vécu ça et attrapé le typhus elle-même et failli vraiment y rester, se retrouve propulsée par les hasards de la vie quelques années plus tard aux États-Unis où elle devient psychiatre et où elle se rend compte que, que, le- que l'Américain moderne, et puis aujourd'hui c'est l'Européen moderne ou l'Occidental moderne, mais c'est aussi le moderne en général, parce que le Chinois, il n'est pas différent de ça, de ce point de vue-là, euh, est un géant au pied d'argile, c'est-à-dire qu'il a terriblement peur de mourir, et que même il est dans le déni, c'est-à-dire que elle qui sortait d'une zone monstrueuse qui était la sortie de la Shoah, où là, le moins qu'on puisse dire, c'était qu'il n'y avait plus de mensonges en ce qui concerne la mort. C'était la mort, elle était là, tous les jours, juste en face de vous. Euh, Elle se retrouve dans les grands hôpitaux modernes où ben, on ne meurt plus. Mais non, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Non, non, on a la technique, on a le vaccin, on a le truc, on a. Non, non, non. Et ça la sidère. De cette sidération que va sortir l'invention des soins palliatifs. C'est-à-dire que c'est juste pas possible. Ça veut rien dire. C'est une faiblesse gigantesque. Et donc, oui, si tout d'un coup, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de, euh, ben nous nous écroulons. Nous Mais nous non, écroulons. nous revivons. Et à ce moment-là, nous revivons. Ben oui. Ben justement, vous La avez... vie est ainsi faite que nous n'allons pas disparaître, nous allons revivre autrement. Alors, il faut espérer que ça passe pas forcément par ces goulots d'étranglement épouvantables. Patrick Et, Van der et je Sellen, on va terminer. Là, vous avez utilisé le mot sidération. On a tous été sidérés par ce qui s'est passé en 2020, là, enfin, par cette crise là, qui s'est passée. Tout à l'heure, vous parliez de l'OMS et de l'ONU et tout ça. On peut se poser la question maintenant de savoir si, comme le disait Teilhard de Chardin, c'est une bonne chose qu'on ait ces choses-là. Mais cette sidération qu'on a vécue il y a peu de temps, là, justement parce qu'on avait peur de mourir,
qu'est-ce que ça, est-ce que vous pensez que ça va donner quelque chose là? Parce que votre livre, ça s'appelle C'est pas la mort, j'adore ça. C'est ce qu'on dit en général, c'est une phrase qu'on dit, c'est pas la mort, c'est une phrase en général qu'on dit pour c'est pas grave. C'est parce il y a pas rien de plus grave que la mort. C'est ça, alors je dois dire, c'est mon éditrice, c'est Elsa Feiner, éditrice de cette petite collection très éphémère. Elle n'existe plus, mais je pense qu'on peut encore trouver le livre. Heu et puis si on le trouve pas, moi j'en ai quelques stocks, et on peut s'adresser à moi. Eh bien, moi, dans cette enquête que m'a demandé de faire la revue 21, ce que j'ai remarqué, c'était que les grands scientifiques avaient changé d'attitude. Enfin, étaient en train de changer d'attitude, et que le Coma Science Group, par exemple, Coma Science Group, le groupe d'études de toutes les comas, mm, qui ont mis des électrodes sur la tête de Mathieu Ricard ou de Corinne Sombrun ou de gens comme ça à Liège. Du moins, je me base là sur ce que me dit son fondateur, le neurologue Stephen Lorace. Eh bien, ces gens-là sont beaucoup moins sûrs d'eux qu'ils étaient il y a 40 ans. Il y a 40 ans, quand on parlait de ces états de conscience très spéciaux, tels que vous-même en avez connu un, eh bien, ils disaient, mais on va expliquer, c'est des neurotransmetteurs, c'est ceci, c'est cela. Et aujourd'hui, ils disent, on ne sait pas. On ne sait pas, et ils se contentent, on pourrait dire, d'une phénoménologie, c'est-à-dire d'écouter les témoins, des gens qui n'ont plus peur de mourir, des gens qui, même 40 ans plus tard, ont changé de métier, leur système de valeurs a basculé. Et donc, ils disent, c'est quand même un phénomène qu'on ne peut pas expliquer. Et donc, observons, écoutons avec bienveillance. Et ça, je trouve ça formidable que de plus en plus de scientifiques admettent que leur savoir génial n'épuise pas la question. N'épuise pas la question. Et donc, je pense qu'on entre dans une nouvelle ère. Oui, moi je suis persuadée aussi, c'est pas par hasard qu'il y a eu tant de personnes qui ont fait des expériences comme ça. Et puis il faut rappeler quand même que c'est que de l'amour là-haut, c'est-à-dire que c'est que de la lumière et de l'amour, et que je pense que ce qui nous sauvera, c'est ça, comme vous l'avez dit, c'est l'amour. L'amour, la Voilà. mort, c'est un peu le même mot. Eh ben, merci beaucoup Ouais, je sais que de vous êtes m'avoir pressé. interviewé. On va s'arrêter là, je vous remercie. Chacun va courir dans une nouvelle direction.